Et voilà, je voulais donc vous présenter une aventure dont vous êtes le héros, un livre-jeu dans l'univers de Rêve de Dragon par In Bad Dreams, donc aux éditions Scriptarium, Le Bal au Pont. Je vous ai fait une petite vidéo sur les deux livres-jeux qui étaient sortis dans l'univers de Rêve de Dragon, donc un jeu de rôle français, et dont nous avons là une version solo, donc un livre-jeu dans cet univers-là. Et je voulais vous présenter donc les 10 premiers paragraphes de cette aventure que je trouve super, dans le bal aux pommes. Les textes sont de In Bad Dreams. La mise en page, c'est Fabrice Lafont. Les illustrations de couverture, Florence Magnin, qui est vraiment, je dirais, l'âme presque, la seconde âme de Rêve de Dragon, bien sûr, avec son créateur Denis Gerfaux. Nous avons en illustration intérieure Gidus, qui est vraiment aussi plus que méritant dans cette œuvre de Rêve de Dragon. Nous avons pas mal de relecteurs sur l'ouvrage. Une aide pour les règles de Cyril Perny-Seny. Et la production, c'était le Scriptarium. Donc, c'est un Rêve de Dragon est un jeu de rôle de Denis Gerfaux. On retrouve aussi bien sûr le petit dragon Lové, qui est une création de Roland Barthélemy, qui a été aussi l'illustrateur de la table des heures draconiques à Rêve de Dragon. Alors, Rêve de Dragon, le bal aux pommes. Alors, dans cette mouture de livre-jeu, j'ai pris... Donc, ce sont des règles édulcorées. C'est vraiment les fondamentaux de Rêve de Dragon. Je trouve que c'est très bien. Donc, le personnage a force, volonté, agilité, perception, mêlée, dérobé qui sert à esquiver, rêve, c'est rêver et se souvenir de ses rêves, la chance, voilà, comme il indique, la chance pure. Et donc, dans la version livre-jeu, bien sûr, nous avons des jauges des jauges de vie qui ont été simplifiées, donc nous n'avons qu'une seule jauge, c'est l'endurance qui reflète en fait les points de vie, la vigueur, voilà. Donc nous avons ensuite le tableau de stats qui permet en fait de comparer une caractéristique à une compétence. C'est voilà, c'est la table de résolution qui est dans le jeu de rôle traditionnel de Rêve de Dragon, bien sûr aussi. Donc nous avons plusieurs alter ego qu'on pouvait prendre pour cette aventure. Alors moi, j'ai pris un alter ego le plus costaud, moins nuancé, comme ils disent, vraiment tourné vers le physique, qui règle bien sûr ses problèmes à la manière forte. Donc, soucieux de son apparence, ce personnage prend soin de ses longs cheveux noirs et fins qu'il a constamment attachés sur la nuque. Il a toujours une chemise à lacets sous un gilet à col haut sur les épaules. Certains disent qu'il possède plusieurs tenues identiques. Il est plutôt grand. Pas d'équivoque avec ce personnage, il n'a de goût que pour la castagne, qu'il pratique depuis qu'il se tient debout. Il est d'un tempérament sanguin et il extériorise par toutes les activités physiques qu'il trouve. Cela fait de lui un travailleur énergique et infatigable, mais il s'exprime avec difficulté et ne sait pas se faire discret. Donc force 19, volonté 9, agilité 12, perception 10, mêlée 14, voilà un score haut, dérobé 10, donc ça c'est l'esquive, l'endurance 22, donc 22 points d'endurance, chance 12, rêve 10, corps à corps, donc maintenant les compétences, donc corps à corps il a plus 3, une esquive à 0, discrétion à moins 2, ouais, pas du tout discret, la survie à moins 1, voilà, c'est pas un survivaliste, dynamique plus 2, donc ça par contre c'est pas trop mal, et le discours à moins 2, voilà, il fait pas de long discours, ça va être compliqué d'embobiner quelqu'un, ça c'est sûr. Dans la dynamique, c'est pour toute action physique, en fait c'est l'athlétisme, on pourrait dire d'une manière un peu plus générale.
Voilà, donc ça, c'est le personnage que je prends, le profil de personnage que je prends, parce que ensuite, nous jouons en fait Liminol de Trimar. Trimar est un petit village où commence l'aventure. Voilà, voilà. Donc, nous allons commencer l'histoire. L'aventure commence. Alors voilà, je vais vous faire les 10 premiers paragraphes. Alors bien sûr que je vais sélectionner au gré de mes choix de ce livre-jeu. Donc, nous commençons l'aventure du bal au pont. L'aventure commence. Nous sommes désormais au début du troisième âge. Le rêve a été profondément modifié et certains ont soif de le découvrir dans toutes ses excentricités. Curieux du monde, il explore. Votre père fit partie de ceux-là, ceux qu'on nomme les voyageurs. Mais son voyage à lui fut écourté par la rencontre inopinée d'une créature dont il ne vous a jamais parlé. Il laissa une jambe dans le combat qu'il mena pour sauver sa peau. Et depuis, il porte une attelle de bois qui lui laisse mener sa vie de tonnelier, mais l'empêche de voyager. Il s'est établi à Trimar, il y a bien longtemps, pour y rencontrer votre mère, la gracieuse Loriflore. Le nom de votre paternel est Largnol. Le village de Trimar est une bourgade tranquille, logée au pied d'une colline boisée sur un sol fertile. Ses habitants, les Trimarins, élèvent du bétail et cultivent la terre. Les hauts Trimarins, qui habitent la partie dite haute du bourg, c'est-à-dire les maisons à flanc de colline, se spécialisent dans la production du requenque, une eau-de-vie à base de raisin aromatisée grâce à un ingrédient tenu secret. Les bas Trimarins, eux, assurent l'autarcie du village en s'occupant du bétail et du maraîchage. Les premiers tirent une certaine fierté de leur art. Le reste de la population vit de la chasse, la pêche, l'artisanat et de cultures annexes. La rivière à l'anguille qui coule ici a été baptisée l'Atandre. Son cours est peu profond et paresseux, mais il est un passage obligé pour des brassées de poissons gras qui font le régal des habitants du village. Il est de coutume, au village, de donner aux nouveau-nés des noms qui commencent par la lettre L. Ainsi, vous vous appelez Liminol. Vous faites partie des bas Trimarins. Vos parents tiennent une petite fabrique de tonneaux et de foudre, plutôt prospère, à la périphérie du village. Vous êtes sortis de l'adolescence, et aussi loin que remontent vos souvenirs, vous ne vous rappelez pas avoir voyagé plus loin que les forêts et les bosquets qui environnent Trimar. Certes, les alentours du hameau n'ont pas de secret pour l'enfant curieux que vous fûtes, mais finalement, il n'y a jamais eu de moment d'émerveillement, tels que ceux passés à écouter les récits des aventuriers de passage, les voyageurs qui font étape au village. Près de la cheminée, en hiver, ou sous un chêne en été, vous avez bu leurs paroles, fascinés que vous étiez par leurs histoires sidérantes. Cela compensa la discrétion de votre père à ce sujet et fit naître en vous l'appel du voyage, que vous partagez avec une poignée de jeunes trimarins. Et maintenant, tournez la page. Paragraphe 1. En cet après-midi naissant, c'était jour de fête au village, car on célèbre la première pluie de printemps, qui a eu lieu la veille. Le point d'orgue des célébrations est un jeu tactique de placement, qui consiste à faire progresser une outre, sans bouchon, pleine de requinques, jusqu'à un point du village, en renversant le moins de liquide possible. Deux équipes s'affrontent, les hauts trimarins et les bas trimarins. Un point de départ, appelé le cep, est déterminé. Les deux capitaines choisissent l'emplacement de leur premier pilier, c'est-à-dire le premier joueur positionné dans le village. Puis en secret, chacun met en place le restant des piliers, moins deux qui servent de joker. Ce sont les mous.
La grappe, l'outre pleine de requinques, est posée au sol, à égale distance des deux premiers piliers. Au signal, ces deux-là se ruent sur la grappe, et celui qui s'en saisit est autorisé à faire 7 pas avant de devoir faire une passe. Les piliers adverses ont pour but d'intercepter l'objet, qui se déplace ainsi jusqu'à ce que le dernier joueur d'une équipe vide le sac de peau sur la tête de l'aviné, l'habitant le plus âgé qui doit rester debout dans un tonneau tout au long de la partie. Vous faites partie de l'équipe de bas trimarin et le sort vous a placé au coin d'une demeure dans la partie est du bourg. Dès le coup d'envoi de la partie, vous vous êtes préparé à recevoir la grappe. Un de vos adversaires de jeu, le petit Lambin, un garçon roux comme la bière que brasse son père, est posté non loin. Vous ne devinez pas d'où arrivera la grappe et restez vigilant. Après de longues minutes d'attente, tandis que vous considérez gravement la zone de mouvement qui vous a été allouée, vous entendez des cris de surprise. Très vite, les cris se multiplient et vous comprenez qu'un intrus s'est emparé de la grappe. Saisi par la peur de l'accident, vous piquez un sprint en direction des hurlements. Initié par la crainte, votre course est si frénétique que vous perdez un point d'endurance. Donc, pour l'instant, on pourrait dire tout va bien, vu que le charmant Liminol de Trimar version guerrier a 22 points d'endurance. Donc, je passe à 21. Votre personnage vient de perdre ses premiers points d'endurance. Si jamais ce score d'endurance devait être égal ou inférieur à 0, votre alter ego rendrait l'âme. Vous devrez vous rendre au paragraphe 180. Cette consigne vaut pour l'intégralité de l'aventure et ne sera pas réitérée. C'est à vous d'en prendre bonne note et l'appliquer jusqu'à la fin. Essoufflé, vous assistez à un spectacle inédit. Les piliers des deux équipes, rejoints par une partie des villageois, sont aux trousses d'un Glipzouk, un de ces petits singes chapardeurs au poil vert amande qui peuplent les forêts environnantes. Nous avons là une première illustration de Gidus que je trouve super bien faite, où on voit des gens apeurés qui courent bien sûr après le petit Glipzouk, ce petit singe farceur qui tient donc l'outre de requinque et bien sûr il échappe le précieux liquide. Voilà. On pourrait presque voir un sourire moqueur sur la tête de l'animal. Il bondit prestement devant la foule de trimarins désemparés en exhibant l'outre de requinque. Ses petits cris répétés au son de glip glip et zouk zouk rendent sa fuite encore plus irritante pour les habitants de Trimar. Glip glip zouk zouk. Ah, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Vous vous joignez à la chasse et la poursuite prend des allures de blague rurale. Échaudé par les conséquences de votre galopade précédente et anticipant la tournure des événements, vous adoptez un rythme au long cours et laissez les plus fougueux des villageois s'essouffler en sprintant. Le cortège, précédé du singe hilar, se dirige vers la tendre et très vite, les plus âgés des poursuivants stoppent. La rivière est ensuite traversée en quelques enjambées et vous distinguez un de vos amis, Batrimarin, s'y vautrer dans une grande gerbe d'eau. Une fois les premiers mètres de prairie traversés, les moins téméraires des villageois s'arrêtent. Le troisième âge et ses mystères sont une source d'angoisse pour certains. Si bien que vous faites partie de la dernière poignée de poursuivants quand les pentes de la colline s'annoncent. Le Glipzouk, toujours à bonne distance, continue de faire des sauts étonnants sans lâcher l'outre qui se vide peu à peu par petites giclées. Lorsque le singe pénètre dans le bosquet, au faîte de la colline, les derniers coureurs se figent. Rares sont ceux qui ont osé, un jour, s'aventurer jusque-là. Vous êtes seul maintenant. Le Glipzouk
zigzague entre les troncs, se balance aux branches et vous défie en se dirigeant toujours plus à l'ouest. Vous savez, pour vous être risqué au sommet de ce relief une fois, que c'était une forêt qui s'étend au-delà. Il est temps de faire un choix. Récupérer la grappe des pattes du singe vous vaudra sûrement les honneurs de tout Trimard. Mais cela est-il sans danger? Si vous préférez rebrousser chemin et rejoindre la tranquillité de votre foyer, allez en 51. Si vous cédez à l'audace et continuez votre course derrière le singe, rendez-vous au 123. Ah ben, bien sûr, je ne vais pas céder. Je vais bien sûr continuer à courir derrière ce petit glipzouk. Donc je me rends au 123. 123. La course à travers le bosquet n'est pas aisée. La végétation est dense, le singe agile, et courir en gardant un œil sur votre cible ralentit votre progression. C'est en surgissant d'un buisson très fourni que vous débouchez sur la pente ouest de la colline. Surpris, vous devez tester votre équilibre, sous peine de dévaler la pente sur les fesses. Faites un jet de dérobé esquive à 0. Si c'est un succès, allez en 2. Dans le cas contraire, allez au 34. Je regarde mes stats. Une chance sur 2. Dérobé 10, esquive à 0. 50% de chance de réussir. Attention, je lance le dé. Et c'est du 25, donc c'est réussi. C'est réussi, donc je vais aller en 2. Ce petit glipzouk ne va pas m'avoir aussi facilement. 2. En vous agrippant à une branche et grâce à une fermeté d'appui remarquable, vous évitez la chute. Le glipzouk n'a pas interrompu sa course. Il est toujours une poignée de mètres devant vous et s'apprête à franchir la grande étendue qui le sépare de la forêt. Vous reprenez la chasse et déboulez sur la pente à ses trousses. Rendez-vous au 59. Les paragraphes s'enchaînent. 59. Vous marquez un infime temps d'arrêt à l'instant précis où vous pénétrez la végétation touffue. Les arbres majestueux vous paraissent intimidants. Le feuillage épais ne rassure pas le jeune villageois que vous êtes. Mais les cris du singe vous redonnent courage, vous fendez la verdure, bien décidé à reprendre la précieuse outre des pattes de l'animal. L'heure de la lyre ne vous est pas propice, les ombres se font profondes. Oui, car, petit aparté, car dans Donjons et Dragons, en fait, il y a des heures précises. Denis Gerfaud, en fait, a inventé quasiment un calendrier, bien entendu, et aussi des heures de la journée, des heures draconiques, pourrait-on dire. Et donc, ces heures sont bien entendu relativement peu nombreuses, vu que une heure draconique vaut à 2 heures sur notre bonne vieille terre. L'heure de la lyre est en fait tout simplement l'heure du crépuscule, où le soleil va bientôt disparaître à l'horizon. Et donc, bien sûr, l'obscurité se fait d'autant plus certaine dans cette forêt. Reprenons donc le récit. Cependant, le glipzouk donne toujours de la voix, et vous pouvez le suivre à l'ouïe, quand la forêt le soustrait à votre vue. Vous êtes sûr de le rattraper avant la nuit. C'est justement au crépuscule que vous aboutissez dans une petite clairière au sol recouvert de fleurs, dont les pétales carmin contrastent avec les teintes vertes qui les encerclent. Le spectacle est tel que vous stoppez votre élan. Vous ne pouvez vous empêcher de cueillir une fleur, avec la feuille qui l'accompagne. Vous aplatissez l'ensemble et le mettez à sécher dans un pli de votre vêture, comme les femmes de Trimard l'apprennent aux jeunes filles. Vous soupirez bruyamment
et réalisez que vous avez perdu la trace du voleur que vous poursuiviez. Tendre l'oreille ne vous apporte que les bruits de la vie sauvage. Pas un seul glip et aucun zouk. De rage, vous tapez le sol du pied. Et un bruit d'éclaboussure parvient à vos oreilles, en même temps que l'impression d'avoir marché sur une des éponges que les pêcheurs de trimard trouvent parfois au fond de la tendre. Vous venez de piétiner l'outre de Requinque, vraisemblablement abandonnée par le glipzouk. Elle est presque vide, mais vous vous emplissez d'une joie sincère à l'idée de brandir ce trophée dans les rues de Trimard. Votre rire s'estompe et laisse la place à un gloussement venu des frondaisons. D'un geste prompt, vous faites face à la source du bruit. Posé nonchalamment sur une branche, un chasse-chamois, intégralement blanc, vous regarde. Et vous jureriez que ses babines forment un sourire. Le cœur battant de surprise, vous écarquillez les yeux d'étonnement, en voyant les deux ailes repliées sur le flanc du minou. Mais c'est lorsque celui-ci vous adresse la parole, dans la langue du voyage, que vous manquez de pousser un cri de stupeur. « Tu as beaucoup couru pour si peu, petit homme !» commence-t-il, avant de se lancer dans une série de platitudes qui ne vous laissent pas le temps d'en placer une. Vous êtes confus. Quelle est cette créature douée de paroles, qui parle tour à tour de poissons, de faune, de flore, et de jouer à cache-cache avec vous? D'ailleurs, allez-vous accepter son offre et vous engager dans un jeu de piste avec elle, en vous rendant au 137? Ou bien, crédule, vous choisissez de l'ignorer pour monter un camp sommaire pour la nuit, en allant au 184. Donc nous arrivons bientôt à la fin de cette petite intro que je vous fais du bal aux pommes. Et bien sûr, nous avons décidé de passer un petit moment avec ce chat. Il veut jouer. Eh bien, on va jouer. Le jeu prend forme autour de l'outre de Requinque. Vous la cachez et le chat ailé la cherche, en vous posant des questions auxquelles vous ne pouvez répondre que par oui ou non. La créature est bavarde et vous apprend, entre deux questions, qu'elle est de la race animale qu'on appelle félorne, des chats très sociables, aux ailes duveteuses et au pelage habituellement gris-mauve. Si la robe de celui-ci est blanche, c'est pour une raison que vous n'apprendrez pas aujourd'hui. Vous venez de réaliser que la nuit est tombée sur la forêt. L'heure du serpent est déjà bien avancée. Qui pis est, vous n'avez pas la moindre idée de l'endroit où vous ont mené les parties de cache-cache. Seule certitude, vous êtes dans la forêt. Mais comme si les ennuis n'arrivaient jamais seuls, le félorne commence à se plaindre d'un mal de dents insistant. Il vous demande de le soigner. Vous avez beau lui expliquer que vous n'avez pas le savoir nécessaire, il s'obstine à requérir votre aide. Vous l'ignorez, lui tournez le dos et revenez à vos préoccupations pré-nocturnes. Allez au 161. Vous lui faites plaisir en jetant un œil dans sa gueule ouverte. Rendez-vous au 26. Allez, je lui fais plaisir avant que la nuit tombe. Vous vous approchez du félin. Attrapez délicatement sa mâchoire et l'ouvrez avec 1000 précautions. Le bougre continue d'essayer de parler. Vous regardez à l'intérieur de la gueule et passez un court moment à rassurer votre compagnon ailé sur le bon état de sa dentition. Mais, attendez, là, au fond, planté dans une gencive, ah, c'est bien une écharde que vous apercevez. À l'aide de 2 brindilles, dont vous vous servez comme d'une pince, vous retirez l'épine et le félorne pousse un miaulement de satisfaction qui vous agace les oreilles.
Le chat vous fait savoir son contentement, avec force de ronronnement, qu'il ponctue de phrases mentionnant un pont de pierre et de bois qui enjambe la chicane, mais qu'on ne peut traverser. Il est grand temps de se préparer à passer la nuit. Les sornettes du matou vous ont fatigué. Vous savez que la période nocturne est très hypnotique dans les rêves des dragons. Vous devez faire vite. Si vous avez emporté une corde et une couverture, rendez-vous au 3. Sinon au 66. Eh bien, moi, je n'ai rien du tout emporté vu que j'ai quitté le village précipitamment à la poursuite du Glipezouk. Donc, je n'ai rien de tout ça. Et nous allons finir sur ce paragraphe, sûrement. Nous allons voir. Vous vous remémorez les histoires de voyageurs pour y piocher des trucs de survie. Et en frottant 2 morceaux de bois sec, commencez par allumer un feu que vous couvrez de pierres. Puis vous aménagez une couche, faite d'herbe, rapidement coupée. Vous ne serez pas protégé de l'humidité et perdez 1 point d'endurance cette nuit. Rendez-vous au 97. Donc je passe à 20 en endurance. Bon, pour l'instant, tout est encore confortable pour le guerrier que je suis. Et bien voilà, nous allons nous arrêter là. Voilà, je voulais donc vous présenter cette aventure, le bol au pont. J'espère que cela vous aura plu et vous aura aussi bien motivé pour vous laisser aussi partir, vagabonder dans cette aventure, dans les pérégrinations d'un voyageur onirique, dont la première aventure est le bal au pont. Allez, à plus. Et j'espère bonne lecture.